La fusée opérationnelle la plus puissante au monde est de retour dans l'espace. Falcon Heavy a réussi son 3e décollage cette semaine. C'est le lanceur lourd de SpaceX. Mardi, la fusée a décollé avec un peu plus de 2 ans après son dernier vol qui avait lieu en 2019. Elle a décollé depuis le pas de tir du centre spatial Kennedy en Floride. Quelques minutes après son décollage, les 2 propulseurs d'appoint de la fusée sont revenus se poser sur Terre de manière toujours aussi impressionnante. L'étage central, lui, ne sera pas récupéré pour ce vol. Falcon Heavy avait volé pour la première fois lors d'un test en 2018, un test qui avait marqué les esprits puisque Elon Musk en avait profité pour transporter dans l'espace sa Tesla rouge, vous vous en rappelez. La fusée qui donc peut transporter jusqu'à 64 tonnes en orbite terrestre avait cette fois à son bord des cargaisons pour le compte principalement des forces spatiales américaines avec notamment un satellite nommé Tetra One. Autre actualité, un impact de météorite sans précédent a été enregistré sur la planète Mars. Si la conférence de presse de la NASA date d'il y a seulement quelques jours, en réalité, l'événement remonte à décembre dernier, le 24 décembre précisément, le moment où la sonde InSight a détecté un tremblement de terre de magnitude 4. Alors l'origine, un météorite de 5 à 12 mètres sont les estimations de diamètre qui s'est écrasé sur la planète rouge. Alors pour rappel, la mission InSight, elle a été initiée en novembre 2018. Elle a pour but d'étudier la composition des couches internes de la planète Mars à partir des données sismiques. Et justement, l'impact dont il est question ici est l'un des plus puissants jamais enregistré. Un trou d'environ 150 mètres de diamètre, 21 mètres de profondeur a été repéré. Mieux, la collision a entraîné l'excavation d'énormes morceaux de glace d'eau profondément enfouis. En réalité, c'est la première fois que de la glace est repérée si près de l'équateur martien, là où les températures sont relativement plus chaudes. Et ça, c'est une découverte d'une importance capitale pour la future colonisation par les humains de la planète Mars. On y reviendra ensemble sur ce plateau. Enfin, autre actualité, la station spatiale chinoise est fin prête. Lundi, la plus puissante fusée de l'arsenal chinois, Long March 5B, a décollé depuis Wenchang pour livrer en orbite le dernier élément majeur de la station. C'est la 3e addition majeure à la station spatiale. Elle mesure 18 mètres de long, 4,2 mètres de diamètre et presque 23 tonnes. Avec ce dernier ajout, la station, qui est aussi appelée le Palais Céleste, vous l'entendrez très prochainement, est donc opérationnelle et va démarrer ses recherches scientifiques. Depuis juin déjà, 3 astronautes, dont une femme, sont dans la station pour une mission d'environ 6 mois. Alors même si la Chine ne prévoit pas officiellement de coopération internationale, Pékin a assuré être plutôt ouvert à une collaboration étrangère. La start-up française Space Cargo Unlimited lance sa première usine dans l'espace. C'est notre dernière actualité, l'actualité du Col Actu, annoncée lors de la conférence New Space Europe au Luxembourg. Il s'agit d'un véhicule entièrement automatisé qui porte le nom de Rêve 1, dans lequel les entreprises pourront fabriquer de nouveaux produits directement dans l'espace. Mise en orbite 350 ou 450 km de la Terre, la capsule de 4,5 mètres d'envergure sera conçue par Thales Alenia Space et elle restera plusieurs mois dans l'espace avant de revenir. Le premier vol, lui, est prévu fin 2025. Alors c'est le moment de passer notre coup de fil, je vous l'avais promis. Nous avons en ligne Nicolas Gomme, le PDG de Space Cargo Unlimited. Nicolas, c'est un projet fou que vous avez dévoilé au Luxembourg et pourtant premier lancement prévu pour 2025. Comment vous allez tenir les délais d'un projet d'une telle envergure ? Bonjour Cécilia, merci de m'accueillir. Mais oui, écoutez, en fait, on s'inscrit dans la suite d'un programme européen dont Thales Alenia Space a été un des co-primes qui s'appelait XV, un premier véhicule spatial pressurisé qui a volé il y a maintenant plus de 8 ans, et aujourd'hui Space Rider. Donc, on est clairement dans les pas d'un investissement porté par l'Agence spatiale européenne, par l'Agence spatiale italienne et les autres agences européennes qui tirent les technologies, qui tirent les innovations et de ce fait nous permet d'avoir
un patrimoine technologique à partir duquel nous pouvons faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire nous focaliser sur à quoi ça sert, sur l'usage qui est fabriqué dans l'espace pour la Terre, parce que l'environnement spatial a énormément à offrir dans des domaines comme les sciences de la vie ou les nouveaux matériaux. Donc on est très heureux de ce partenariat parce qu'on capitalise sur ces investissements qui nous permettent d'avoir des délais serrés et qui nous permettent de nous focaliser sur l'impact et l'usage de ce vaisseau. Vous allez chercher une technologie qui a commencé déjà à prendre racine il y a quelques années déjà. Quel va être votre modèle économique? Est-ce que ce sera le même principe qu'une usine en leasing, par exemple? Tout à fait. Notre idée, c'est donc on aura des campagnes de 2 à 3 mois dans lesquelles on offrira aux industriels qui ont un intérêt à fabriquer dans l'espace l'opportunité d'utiliser notre plateforme. On les accompagnera de bout en bout. C'est l'expertise de Space Cargo. Ça fait maintenant plus de 7 ans qu'on existe. On a développé une première mission sur le sujet de l'agriculture et on a développé de nouvelles variétés de plantes plus résistantes au stress du changement climatique grâce à l'exposition, dans certains moments, certaines conditions, à l'environnement spatial. On a utilisé la Station spatiale internationale. On travaillait, je crois, avec tous les acteurs qui proposent des environnements, SpaceX, Blue Origin. On a toutes les agences spatiales internationales qui avaient des solutions. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à déterminer progressivement, pendant ces pratiquement 8 ans, le cahier des charges optimal de ce que serait une usine opérationnelle. On a dans notre équipe aussi des gens qui précédemment étaient chez Airbus, Defence and Space et qui ont travaillé pendant les 15 ans avant qu'ils nous rejoignent sur des sujets de production et de recherche sur la Station spatiale internationale. En fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui ont été étudiées depuis plus de 30 ans sur la navette spatiale, sur l'ISS, et qu'on ne fait que l'amener à l'échelle, on ne fait que amener un appétit de résultats. Une des choses qui fait qu'on se différencie de tout le reste, c'est l'absence d'humain. Parce que l'humain amène énormément de contraintes de sécurité, énormément de contraintes de coûts, et en enlevant la présence d'humain et en étant focalisé sur une usine totalement automatisée, on peut obtenir des résultats très probants. Donc, qu'on comprenne bien, l'idée, ce ne sera jamais d'envoyer des scientifiques ou des manutentionnaires ou de créer une population de chercheurs privés autour de cet écosystème du rêve 1. Pardon. Oui, tout à fait. Notre conviction, c'est que, notre start-up, elle est, pour prendre des terminologies anglo-saxonnes, elle est fabless, c'est-à-dire qu'on est concentré sur le contrôle de technologies clés que nous développons dans, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler l'aménagement intérieur de l'usine. On s'appuie sur le leadership extraordinaire de Thales Alenia Space. Et par ailleurs, on est profondément focalisé sur l'usage, sur l'impact. On ne croit pas aux véhicules couteau suisse. On pense sincèrement qu'on est dans une ère de spécialisation et nous, notre sujet, c'est fabriquer dans l'espace. Donc, on prend des programmes qui peuvent avoir été testés sur des stations spatiales, sur l'ISS. Vous savez qu'il y a un certain nombre de stations spatiales privées qui sont en train d'être développées aux États-Unis. Clairement, elles auront des êtres humains. Clairement, elles continueront à faire de la recherche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on a identifié que les cellules souches se développent beaucoup plus vite dans l'espace que sur Terre et qu'on développe de nouveaux mécanismes pour produire des médicaments de nouvelle génération, quand on fait des alliages innovants parce que l'absence de gravité permet de faire des mélanges plus homogènes entre matériaux ou de développer des technologies qui sont dans l'infiniment petit et comme par exemple des lentilles optiques qui ne doivent pas être déformées par la gravité, eh bien il y a tout un tas d'opportunités. Donc notre objectif c'est vraiment de fabriquer à l'échelle. De réduire aussi les coûts finalement. Vous parliez de la Station spatiale internationale, des stations privées qui vont la remplacer puisque la Station spatiale internationale arrêtera son activité en 2030. On n'aura plus d'endroit où aller institutionnel dans l'espace. Il faudra payer un accès à l'espace pour la recherche spatiale et donc vous allez vous positionner aussi peut-être en acteur moins coûteux que les autres. Pour ça, il faudrait bien choisir peut-être le lanceur. Est-ce que vous savez déjà avec qui vous partirez ? Alors, non, la vérité est qu'on est ouvert à toute discussion. Il y a un certain nombre de lanceurs qui émergent, notamment sur la masse qui est la nôtre. Clairement, on s'inscrit dans les pas d'un programme qui est XV et Space Rider, donc on est par définition sur un lanceur type Vega C d'Avio, mais on conçoit le véhicule de telle façon qu'on soit dans une masse qui soit grosso modo un peu plus de 2 tonnes, qui nous permet d'envisager tout un tas de lanceurs européens et internationaux. Donc on est totalement dans l'idée qu'on va choisir ce qui nous offre le meilleur service et le meilleur prix, parce qu'effectivement, une de nos obsessions, c'est d'avoir un prix très juste pour les industriels, les startups qui voudront faire appel à nous pour fabriquer ou rechercher dans l'espace.
Dernière question avant de vous quitter. Vous avez déjà des signes d'intérêt de la part de l'industrie? Tout à fait. Alors les premiers signes nous avons alors pour avoir des commandes, il faut qu'on soit en capacité de donner des coûts d'exploitation très précis, ce qu'on va avoir l'année prochaine. Mais on a effectivement de fortes demandes et de forts intérêts. Donc c'est ce qui fait qu'on est très confiant. Après, les premières missions qu'on va faire sont sans doute des missions de test de matériaux. Vous savez qu'il y a 20-25% des matériaux spatiaux, des satellites qui tombent en panne, ce qui est beaucoup. Et donc on sera en capacité, par exemple, et c'est une des opportunités que notre plateforme offre, de tester dans des conditions totalement spatiales et avec la meilleure rigueur des équipements critiques qui pourront être utiles sur des programmes de constellation ou de programmes d'ambition plus lointaines vers la Lune et au-delà, et ramener les matériaux et pouvoir les tester. On a par exemple un test bed qui va permettre de tester des thrusters ou véritablement une variété de composants des satellites qui est extrêmement puissant. Donc c'est ça qu'on va certainement commencer par faire en particulier. Merci beaucoup Nicolas Gom, PDG de Space Cargo Unlimited, d'avoir pris le temps de répondre à notre appel, celui du Call Actu, pour débriefer cette actualité, l'annonce de l'envoi d'une usine dans l'espace pour rappel. On enchaîne quant à nous avec notre Space Talk sur Bismart.